Ce sont presque des questions existentielles, surtout en ces fêtes de fin d'année. Pourquoi ne doit-on jamais poivrer un chapon avant de le faire rôtir? Pourquoi les huîtres ne ressentent-elles rien alors qu'on les mange vivantes? Notre invité a enquêté. Bonsoir Arthur Lequen. Bonsoir. Vous êtes consultant, votre dada, votre obsession, c'est la cuisine, mais pas pour les recettes, plutôt pour sa dimension scientifique. Vous venez de publier Pourquoi les spaghettis bolognaises n'existent pas, c'est aux éditions Marabout. Dans ce livre, vous répondez à des centaines d'autres questions, souvent très simples, mais auxquelles on n'a pas forcément eu la bonne réponse. Alors, ne faisons pas durer le suspense. Pourquoi les spaghettis bolognaises n'existent pas, c'est votre titre. Est-ce qu'on nous aurait menti? Est-ce que c'est un mythe, les spaghettis bolognaises? Oui, c'est un mythe. En fait, les spaghettis sont des pâtes du sud de l'Italie. En général, ce sont des pâtes sèches. Bologne est au nord, à 1000 km. Donc, on est déjà très loin. Et à Bologne, on fait des pâtes fraîches, des tagliatelles. Donc, les deux sont incompatibles? Les deux sont incompatibles. La sauce bolognaise est trop lourde pour les spaghettis. Mais alors, qui les a inventés, ces spaghettis bolognaises? Parce qu'on en mange quand même. Oui, ce sont des Italo-Américains, en fait, qui ne trouvaient pas de spaghettis chez eux. En fait, aux États-Unis? Voilà, aux États-Unis, ils ne trouvaient pas de tagliatelle, pardon. Donc, ils l'ont fait avec des spaghettis. Donc, en gros, les spaghettis bolognaises, c'est américain. C'est un plat américain. Oui, c'est un plat américain, c'est pas très bon. Bon, histoire de se fâcher un peu plus avec nos voisins italiens, vous dites carrément que la sauce bolognaise, eh bien là, c'est carrément une invention française. Oui, ça viendrait des étudiants français qui seraient partis étudier à Bologne et qui auraient fait cuire des viandes très longtemps, ce qui n'était pas dans la tradition italienne. Et donc, ça a donné quoi alors? Ça a donné une sorte C'était de des sauces de ragoût. Donc, en Italie, on appelle ça la sauce ragoût. La pasta al ragoût? Oui, exactement. Voilà, c'est les vrais spaghettis bolognaises, finalement. Les vraies tagliatelles. Les vraies tagliatelles bolognaises, vous avez raison. J'ai découvert dans votre livre qu'on mettait du lait dans la sauce bolognaise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, on peut mettre du lait ou de la crème entière en fin de cuisson pour donner un peu de rondeur. Ça, c'est la vraie recette? Ouais, les mamas napolitaines rajoutent ça en fin parce que la tomate ajoute un peu d'acidité. Et donc, la crème adoucie. Oui, exactement. Alors, dans votre livre, vous répondez à 700 questions qui semblent parfois un peu naïves, mais en le parcourant, on se rend compte qu'on a énormément d'idées reçues et même de lacunes, nous, au pays de la gastronomie. On a des habitudes surtout. C'est-à-dire qu'on reproduit des choses qu'on nous a appris, soit dans les écoles, soit que les chefs nous ont racontées. Et en fait, les choses ne se passent pas toujours comme ça. Vous dites que les grands chefs ont parfois des explications très approximatives. En fait, les chefs sont des gens qui travaillent à l'instinct. Ouais. Donc, ils ont un instinct extrêmement puissant, extrêmement fort, ils sont très créatifs, mais quelquefois, sur les explications scientifiques, ils les maîtrisent moins. Et ça vous est arrivé d'entendre des explications que vous connaissiez comme fausses? Oui, mais oui, c'est assez courant. Lesquelles, par exemple? Oh, je ne donnerai pas d'exemple, mais il y a des explications comme ça qui traînent, qui ne sont pas justes. Par exemple, est-ce que je sale une viande, ça va faire sortir le sang? D'abord, il n'y a pas de sang dans la viande, puisque les bêtes ont été saignées. Donc, ça pourrait juste faire sortir du jus, mais pour que le jus sorte, il faut des heures et des heures. Et ensuite, la viande réabsorbe ce jus. Donc, on peut saler des viandes très en avance. Et c'est bien de la saler, cette viande, ou pas alors? Oui. Quand on sale une viande 24 heures en avance, on lui évite de perdre du poids à la cuisson. Donc ça, c'est quelque chose que peu de chefs connaissent. Des chefs étoilés, triplement étoilés, travaillent les viandes comme ça. Mais ce n'est pas une habitude, ce n'est pas dans les habitudes culinaires françaises. Et quel intérêt, du coup, de saler cette viande ensuite? Eh bien, d'abord... Gustativement, ça a Non, ce n'est pas intérêt? gustativement, c'est que ça change la structure des protéines qui sont dans la viande. Les protéines, en fait, se tordent à la cuisson, à la chaleur, un petit peu comme une éponge que vous essoriez. Oui. Quand vous salez les viandes longtemps en avance, vous changez la structure moléculaire des protéines, elles ne se tordent plus et donc elles expulsent moins de jus. Donc vous avez une viande plus juteuse lorsqu'elle est salée longtemps en avance. On sent le scientifique quand vous parlez. Vous avez fait des expériences, vous, pour donner toutes ces réponses à ces questions? Oui, bien sûr. Alors d'abord, il y a des faits scientifiques que les scientifiques connaissent, oui, qui existent. Il y a des recherches. Et puis ensuite, il y a des expériences qui sont faites. C'est-à-dire quand je vous parle de saler de viande, c'est-à-dire saler des viandes longtemps avant, je les pèse, je fais les différences, je les fais cuire de la même façon, et donc je vois les résultats ensuite. Est-ce qu'il vous reste encore des mystères à percer avec ces 700 réponses déjà que vous apportez? Oui, d'abord, on en a écrit beaucoup plus que ça. On a dû faire des choix. Ah oui. Il y en avait 1000. Et on avait encore de la place. Donc plus de mystère, vous avez réponse à tout? Non, on découvre des choses à chaque fois. C'est bientôt la fin du marathon des repas de Noël. Est-ce que vous avez des petites astuces pour toutes celles et ceux qui se retrouvent avec trop de restes du repas d'hier, du repas de ce midi? Alors, si on a fait une volaille, ce qui est intéressant, c'est utiliser la carcasse pour faire un bouillon. Oui. Qu'on pourra consommer le lendemain. En fait, on met la carcasse, on la fait cuire dans de l'eau avec des aromates, de l'oignon, des carottes,
On peut mettre un peu de sel, etc. On fait cuire ça 2-3 heures à feu très doux, très doux, très doux. Faut même pas que ça frémisse. Et puis ensuite, on peut faire évaporer un petit peu d'eau et on s'en sert comme un bouillon. Comme un bouillon. Et alors, pour ceux qui n'ont pas mangé de volaille, mais plutôt des crustacés, est-ce Alors qu'il y a une là, option? là c'est formidable aussi. On écrase les carapaces, on les fait revenir dans l'huile d'olive, on les flambe avec du cognac. Et puis, on peut rajouter un petit peu de piment, des Mais on ne va pas manger des carapaces? Non, mais on rajoute de l'eau et ça fait un bouillon. Et on peut même en faire une bisque. C'est très, très bon. Une bisque avec les carapaces des crustacés qu'on aurait mangés hier ou ce midi? Voilà, ça donne beaucoup de goût. En fait, on dit que les carapaces cardinalisent. Est-ce que vous pouvez nous aider à déculpabiliser? Parce que là, on parle de bouillon, de plats plutôt légers. Mais bon, parfois, on mange un peu trop pendant ces fêtes-là. Vous nous dites, mais c'est pas grave, le gras, c'est bon. Oui, parce qu'en fait, par exemple, pour vous donner un exemple, le bœuf, ce que mange un bœuf ou une vache n'a aucun impact sur la viande, sur le goût de la viande. Ça n'a un impact que sur son gras. Et donc, c'est dans le gras qu'il y a tout le goût. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les aliments, plus les aliments sont gras, meilleur c'est au goût? Non, oui, c'est-à-dire que le gras fixe les saveurs et les arômes. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on rajoute du gras souvent, par exemple dans des marinades, qu'on rajoute du gras un peu partout. Ouais. C'est que ça développe des saveurs et ça développe aussi du grillé, ce qu'on appelle des réactions de Maillard, qui font que des viandes sont dorées. Elles dorent mieux avec du gras que sans gras. Essayez de faire dorer un steak à la poêle sans mettre un filet d'huile, par exemple. Votre viande va moins dorer. Ouais, en parlant de gras, on n'a pas fini de manger puisque la semaine prochaine, on remet ça avec le réveillon du Nouvel An. Alors, on en profite puisque vous êtes là. Quels conseils pour réussir un bon plat si, par exemple, on continue sur la lancée volaille, un bon poulet rôti ou une bonne pintade? C'est quoi le premier réflexe à avoir? D'abord, c'est contrairement à ce qu'on fait d'habitude, c'est le faire cuire avec les blancs au-dessus. Il faut retourner la volaille pour la faire cuire avec les blancs en dessous. En général, en fait, la problématique des volailles, c'est que les blancs demandent beaucoup moins de temps de cuisson que les cuisses et les ailes. Alors là, par exemple, ce qu'on voit à l'écran, on a bon ou on n'a pas bon? Non, là, on a tout faux. Là. On a tout faux? Là, c'est dramatique. Alors, dites-moi ce qui ne va pas. En fait, il faut retourner la volaille, c'est-à-dire qu'il faut avoir les blancs en dessous. D'accord. Très important. Pour que le jus le jus va couler doucement vers les blancs, mais surtout, les blancs vont être protégés de la chaleur du four par le plat. C'est-à-dire que la chaleur va être plus importante au niveau du dos, des cuisses et des ailes que du blanc. Et ensuite, la deuxième chose très importante, c'est de placer le plat le plus haut possible dans le four. Il faut presque que ça touche le haut du four. D'accord. C'est comme ça, c'est vraiment la partie, le dos qui va cuire très vite, très fort, et les blancs beaucoup plus doucement. Et la troisième chose, c'est de cuire à une température beaucoup plus basse que ce qu'on dit d'habitude. 140 degrés, c'est parfait. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir une peau qui croustille? Alors, on sort la volaille, on la laisse reposer. Après 2-3 heures de cuisson, on monte le four à fond et ensuite on la remet à l'intérieur, on la tourne toutes les 5 minutes pour faire dorer la peau. Et c'est vrai qu'il faut laisser sécher au réfrigérateur une volaille avant plusieurs jours avant la cuire? Alors en fait, la peau de la volaille devient croustillante quand elle est sèche. Et c'est un peu comme une biscotte. Donc il faut qu'elle soit très sèche. Et pour qu'elle sèche, il faut la laisser à l'herbe libre dans le réfrigérateur. Bon, pas trop fraîche donc finalement la volaille. Si, elle est fraîche, mais... Oui, mais elle a quand même 2 jours. Oui, en fait, une volaille, ça se conserve 15 jours. D'accord, c'est bon à savoir. Un mot sur les poissons. Comment est-ce qu'on les choisit bien? Il y a bien les conseils du poissonnier, mais parfois on a envie aussi de se faire confiance. Alors, est-ce qu'il y a des signes qui ne trompent pas? Alors, d'abord, il faut que les branchies soient très rouges. Il faut que la peau soit gluante. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que sur la peau, il y a des bactéries. Si on a un très, très bon poissonnier, on verra qu'il ne met pas directement son poisson sur la glace. Ça, c'est très mauvais. Parce que la peau des poissons contient des bactéries et que la glace, en fondant, se transforme en eau et que les bactéries se développent dans l'eau. Donc, il faut que le poisson soit posé... sur une feuille, ça peut être une feuille transparente, qui est elle-même posée sur la glace. Les yeux, on nous dit toujours de regarder les yeux. Qu'est-ce qu'on doit regarder? En fait, il faut que les yeux, comme les vôtres, il faut que ça soit très brillant. Et en fait, il faut que ça soit... plus c'est brillant, plus le poisson est frais. Quand ils sont un peu secs, quand ils n'ont plus de relief, le poisson a déjà plusieurs jours. Et il y a aussi des techniques pour bien cuire la chair du poisson, un peu comme pour la volaille? Oui, alors il faut cuire assez doucement le poisson parce que la structure des fibres du poisson est très différente de celle de la viande. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, un animal a son poids qui repose sur ses jambes, donc il a des muscles très, très costauds. Le poisson, lui, il flotte dans l'eau. Donc il a des muscles qui sont composés complètement différemment. Il a juste des muscles pour avancer doucement et quelquefois des muscles pour avancer très vite. Mais ce ne sont pas les mêmes. Et il n'a pas de muscles qui ont besoin de le soutenir un poids important. Donc très doux comme cuisson.
Ouais. Une dernière question quand même. Qu'est-ce qui fascine, qu'est-ce qui tracasse le plus les gens quand ils lisent votre livre ou quand ils vous interrogent? Quelle est la question qui revient le plus souvent? Mais en fait, on s'aperçoit qu'on a des habitudes qui sont là depuis très longtemps et ça remet en cause ces habitudes. Et en fait, ils sont très contents de comprendre ce qu'ils sont en train de faire et ils s'aperçoivent que ce sont des questions qui ont trait à une cuisine simple et quotidienne et très facile à faire. Il y a même pas de recette dans ce livre, c'est juste voilà, les explications pour mieux faire votre cuisine au quotidien. Des conseils de pur bon sens. Ouais. Merci. Merci Arthur Lequesne d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre, Pourquoi les spaghettis bolognaises n'existent pas. Il faut le lire pour avoir la réponse, avec des illustrations, très belles illustrations de Yanis Varoutsikos. C'est aux éditions Marabout. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555.